Aujourd'hui, on nous raconte souvent que l'enfance c'est le génie à volonté ou le génie l'enfance à volonté ou on nous parle de Baudelaire. Mais l'enfance, c'est autre chose. L'enfance, c'est d'abord aussi une expérience de la domination. Je ne vais pas vous parler de Bouchardel ou des théories de l'enfance comme classe et comme classe opprimée. Aujourd'hui, on va parler de littérature. Je vous les montre tout de suite parce qu'ils sont trop beaux. On va parler de Vallès, on va parler de Reiser. Alors, je vais peut-être enlever les solaires. On va commencer par mon papa. Le très difficile, le splendide, le magnifique mon papa. J'ai mal aux yeux, c'est pour ça que je mets les solaires. Une de mes BD préférées, mais il y en a plein, hein. C'est comme chez South Park, hein. C'est celui-là mon préféré. J'ai lu Reiser toute petite, alors que je savais lire quand même, peut-être pas vraiment moi-même enfant, mais quand même pas loin. Et je repensais justement en me disant cela à ces catégories qu'on a de pré-ado, ado, post-adulte, adolescent ou enfulte. Bon, ça c'est moderne. Et en fait, c'est la catégorisation même de l'enfant, c'est quand même une chose assez complexe et récente et évidemment historiquement située. C'est pas tellement le propos, j'aimerais qu'on retienne l'étymologie, enfant, c'est l'enfance, c'est celui qui ne parle pas. Et c'est justement pour cela que raconter l'enfance, du point de vue des adultes le plus souvent, c'est quand même quelque chose qui est très compliqué. Alors j'en avais un peu parlé dans Écrire le bonheur pour Nathalie Sarraute ou avec Benjamin et Enfance berlinoise. Avec cela de particulier, surtout très très présent chez Benjamin, qu'il s'agit de raconter le souvenir de l'enfance peut-être plus que l'enfance elle-même. Mais de comment ce souvenir d'enfance permet d'accéder à ce qui a été l'enfance avec cette immense tristesse de apprendre, je ne le pourrai plus. Lire, je le sais, apprendre, je ne le pourrai plus. C'est la boîte de lecture d'enfance berlinoise autour de 1900. Et sur cette perte irrémédiable. Et là, en fait, c'est une autre mélancolie qui m'intéresse aujourd'hui, qui est vraiment celle de l'enfance opprimée, et j'irais même jusqu'à dire de l'enfance martyre. Mon papa, c'est une des BD de Reiser. Reiser, c'est... Jean-Marc Reiser, mais il dit Reiser. Il y en a qui disent Reiser. C'est moche. Bon, c'est lui, ça c'est une BD de 71, c'est pas une première. Ça reste en franc. Un tout petit point qui va être collé après la vidéo par mon papa à moi. Elle est ultra touchante cette BD. Alors, déjà, Reiser couleur aquarelle, ça je l'ai vu en original, en expo à Angoulême. Et j'ai fait... Oh. Je sais que Reiser aujourd'hui est un peu controversé en tant qu'ancien d'Harakiri. Ça, de toute façon, c'est de l'édition Harakiri, on est dans la série Bête et Méchante. Harakiri avait pour devise un journal bête et méchant parce qu'ils avaient reçu une lettre, je crois, de colonel ou de général qui leur disait de toute façon vous êtes bête et méchant. Évidemment, c'est drôle d'être bête et méchant. Il y a vraiment quelque chose à travailler très lourdement et de façon très conséquente sur le sexisme d'Harakiri et de Charlie Hebdo. Un sexisme qui est ultra ancien. Et vraiment, quand j'ai feuilleté des vieux Charlie, des vieux Harakiri, il y a plein de moments où c'est quand même pénible. Mon père m'a toujours présenté Reiser comme étant un peu à part et avec certaines réflexions qui... c'est pas Wolinski, quoi, c'est quand même vachement plus intéressant. Et c'est pas le professeur Choron non plus. Mais enfin bon, c'est quand même la même équipe. Là, par exemple, je viens de lire le Wikipédia de Reiser, et il aurait demandé aux femmes d'enjamber sa tombe en portant des porte-jartelles sans culotte. Et je suppose pas en pantalon. Bon, je trouve ça insupportable. Alors je sais que Wolinski avait dit à sa femme de l'incinérer et de le mettre dans les chiottes pour voir son cul. Ce type d'humour de gaudriole qui arrive du 19e, j'en avais parlé dans la vidéo sur Yann Vieno, il y a quand même un moment où ce ne sont pas les femmes qui sont censées être le support de la transgression. Et si cette transgression, elle doit se faire sur le dos des femmes, ou leur cul, parce que c'est comme de cul qu'il s'agit le plus souvent, c'est quand même malgré tout qu'il y a un problème. Et on va quand même se rappeler aussi que, chez Harakiri avec Bretécher, c'était pas... il y a un gros sujet.
Alors Heiser, c'est aussi quelqu'un qui Gros Dégueulasse a aussi fait Janine, qui parle de violence conjugale et qui a notamment le soin de faire des personnages féminins de la même taille que ses personnages masculins. Là, il faudrait vraiment que je fouille les interviews, des choses comme ça, pour confirmer un peu toutes ces choses. Bon, de toute façon, il avait bien plus de succès que Wolinski de son vivant, et sa mort prématurée d'un cancer des os a aussi participé de ça. Bon, c'est un humour qui me semble beaucoup plus fin et en même temps particulièrement grossier. Mais c'est quelque chose qui va être grossier sans, ou plutôt avec en plus l'acidité de l'observation. Et j'ai encore du mal à dire ce qui se passe. Mon papa, on le voit dès la couve. Donc c'est lui qui parle, c'est le petit qui n'a pas de nom, et le papa c'est lui. C'est vraiment la vidéo de l'enfance d'un enfant d'ivrogne. Alors il y a aussi dans la même veine les oreilles rouges. Les oreilles rouges, hein, ça parle à mon papy. Hein. Et alors toutes les planches ne concernent pas l'enfance, et je peux pas dire qu'il n'y a pas de sexisme chez Reiser, enfin ce serait quand même idiot. Reiser n'était pas non plus voilà, un grand féministe. Mais je crois que c'est vraiment un grand dessinateur de l'enfance, alors même que lui est né de père inconnu, officiellement. Ce qui rend l'album d'autant plus triste, parce qu'on n'est pas dans une espèce de glorification du père, genre le père du roman réaliste, enfin le rêve d'un autre père du roman réaliste, comme roman genre du roman familial du bâtard, ça c'est vraiment Marthe Robert, roman des origines et origines du roman. On est bien plus dans quelque chose que j'ai envie de rapprocher de ce que j'avais appelé dans un article les trivialia. En rhétorique, vous avez les realia, qui sont les emprunts qui vont permettre de donner de la couleur locale, d'ancrer dans une autre réalité. C'est notamment les emprunts à des langues étrangères locales. C'est un truc qui est très romantique, mais qui est plus ancien que le romantisme. Et ouais, j'ai vraiment l'impression que dans ce que l'on peut définir comme une stylistique féministe, et là, ça j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, il y a l'emploi des trivialias. Et peut-être que j'en ai pas trop parlé en vidéo, mais je vais mettre le billet de blog, qui est vraiment l'attachement aux détails crus et réels. L'exemple type, c'est le slogan « Prolétaires de tous les pays », hop, reprise des slogans marxistes, qui lave vos chaussettes. Comme si on faisait la révolution pieds nus. Voilà. Et qui, pour moi, vient vraiment contrebalancer cette espèce de truc là qui en ce moment est ultra présent avec les apélistes, d'une révolution qu'on va dire en des termes presque météorologistes, naturalistes, et que je trouve insupportable, là, cette espèce de vitalisme nietzschéen, il est confusionnant et il est fascisant. Il n'est pas fasciste, il est fascisant. Les trivialia, ça c'est vraiment... voilà, je sais pas, je vais juste montrer la première planche, hein, on est page 5. Hop, on la prend. Ah, c'est sûr que le noir et blanc, ça passe pas super bien à la vidéo. Donc on est sur du 2 x 4 cases, hein, gauche-droite. Tout de même, papa, il exagère. 7 km pour aller chercher ses 5 litres de vin. Tous les jours, ça fatigue. Dis donc, papa, il fait chaud, tu sais, je boirais bien un petit coup. Ah, tu veux t'adonner à la boisson, tu sais que lorsqu'on commence, on ne peut plus s'arrêter. Et on le voit qui liche. Et un buveur, ça boit ses 5 litres par jour, hein, mais enfin, si tu y tiens, moi je veux bien. Si tu te sens la force de transporter 10 litres par jour. Qu'est-ce qu'on a là? Le môme, qui va être le narrateur, tout seul sur la première planche, la scène. C'est à peine esquissé, hein, on a très très peu de décor. Hop, on va le mettre d'un peu plus près. Tac, 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 tac. Et voilà, finalement, le contrat, ça va être... on a le contour des personnages, juste le vin qui apparaît en noir. Hein, c'est du dessin qui a l'air d'être extrêmement rapide, mais qui... Bon, on est en pleine caricature, donc c'est du trait à charge pour montrer les éléments saillants, reconnaissables, identifiables. Ici, non pas d'un mec en particulier, mais d'un type de l'ivrogne et de ses mômes. Et on voit comme ça le boulot du môme... qui est littéralement une domination, enfin une oppression avec une exploitation du travail, et en même temps ce qui peut être une forme d'éducation, attention le vin c'est pas bien, qui est immédiatement une négligence, à condition qu'il puisse porter aussi son propre vin. Parce que finalement, ce que fait la planche là, c'est mettre en avant l'exploitation de l'enfant, et sa non-protection.
ultra efficace quand même en 8 dessins. Et ça, c'est vraiment du Riser tout craché avec donc ces changements souvent parfois de focale, de cadre, etc. Il y a plusieurs planches comme ça. Et ici, ce môme, tout, alors qui n'est pas le même que dans Les Oreilles Rouges, où là, pour le coup, on voit les oreilles, mais dans ces scènes ultra domestiques, souvent ultra sordides. C'est archi sordide, avec un effet de chute souvent encore plus sordide. Alors, c'est pas cracra comme Villemain, c'est quand même... on va trouver quelque chose de l'ordre du même cynisme, mais qui me semble ici vraiment très, très, très politique. Voilà, avec vraiment un attachement ici à la souffrance, à l'oppression. C'était une présentation que je voulais faire un peu rapidement. Peut-être que je reviendrai un jour sur Reiser, notamment sur les femmes de Reiser quand j'aurai plus bossé. Là, je voudrais causer de L'Enfant de Jules Vallès, écrit en exil. Parce que Jules Vallès, c'est la Commune, et on en reparlera pour la Commune bientôt. Mais je ne vous dis pas encore tout, ça serait vraiment trop triste. Je ne sais plus quand c'est publié, mais ça a d'abord été publié en journal. Il y a un gros dossier dans l'édition GF de Sylvia Dizeni que j'ai fêté super vite, mais qui est pas mal. C'est une édition pas trop chère, elle est à 4,30. J'arrive à bien la lire le soir, ça me réveille. De toute façon, je vois pas comment on se réveille pas avec Vallès. On a quelque chose qui va être plus frontal, mais on a des traits communs avec Reiser. Je vous lis la dédicace à tous ceux qui crevèrent d'ennui au collège, ou qu'on fit pleurer dans la famille, qui, pendant leur enfance, furent tyrannisés par leur maître ou rossés par leurs parents. Je dédie ce livre. Poum! Ça, c'est encore une relecture pour moi, c'est un truc que j'aime bien, vous le savez. C'est un truc que j'ai commencé à lire au collège, et notamment parce que j'avais eu dans le bouquin de français la scène assez célèbre et très touchante de la découverte de Robinson, d'un bouquin de Robinson alors qu'il est collé. Je me souviens que j'avais eu le Bachelier, et je dois avouer qu'en le relisant, j'en ai très peu de souvenirs. Par contre, il y a un truc du genre du souffle quand même qui est bien resté, quoi. Qui est vraiment bien resté et qui fonctionne du feu de Dieu, comme on peut dire, hein. Et qui a vraiment, vraiment bien fonctionné pour moi, quoi. C'est, ouais, voilà, il le rédige dans les années 70 à Londres, etc. Mais je sais pas quelles sont les années de publication. Énormément marqué par une phrase passée dans le dossier, bien que je n'ai parcouru le dossier que rapidement. C'était au début du dossier. Alors, il y a 2 dossiers, un devant, un derrière, enfin, au début ou à la fin. Bien fichu, hein, c'est... Alors sur, en fait, comment publier quand on est un ex-communard, enfin, un communard en exil. C'est pas une petite question, hein. Alors, où est-ce que c'est sur cette possibilité? Mettre à Hector Malo, ça m'a beaucoup étonné, ça je savais pas qu'ils étaient amis. Mais je connais pas la vie de Jules Vallès, honnêtement, à part ses grandes dates et quelque chose d'un souvenir un peu lointain. Je vais la retrouver, je l'ai lu tout à l'heure à mon père et il a rigolé. Oh là là, j'en ai mis partout, j'aurais dû prendre des notes. Mais il va le lire derrière moi, il avait commencé et puis il va le reprendre. Ça lui a bien plu aussi, ce qui est plutôt bon signe. Ouais, mais là en fait je suis... Oh là là, j'en mets partout. Non, elle est vraiment trop belle cette phrase, faut que je vous la retrouve. Bon, ça raconte son enfance, hein, comme le titre l'indique. Ce que j'aime déjà, c'est que c'est pas l'enfance, on n'est pas dans un phénomène d'abstraction qu'on aurait eu par la conceptualisation, mais on est vraiment en plein dedans, quoi. On est en plein dans le réel. Alors évidemment, c'est l'histoire de Jacques Vintra et pas de Jules Vallès, il y a des écarts, mais enfin c'est quand même très globalement un roman autobiographique, et il en avait raconté, voilà, c'est là. C'est la deuxième partie du dossier. Le romancier peut placer son manuscrit... Je vais la lire avec un peu plus d'emphase. Le romancier peut placer son manuscrit là où le militant doit glisser son fusil. Lettre à Hector Malo, 21 janvier 76, et c'est cité page 351 de l'édition GF. Bon, ça... Voilà, on est dans une... Alors, c'est ça qui m'intéresse. Comment on va faire pour raconter, alors que la narration peut être anti-révolutionnaire, si on en prend le cash, et moi je crois qu'on a besoin du souffle épique de la narration.
Non, c'est plutôt la description qui va avoir comme anti-révolutionnaire. Mais comment on va raconter en passant, en fictionnalisant un peu, et comment on est dedans, et qu'est-ce que ça dit, et avec cette question, quelle est la place du narrateur dans cette espèce d'écrit de l'enfance. Là, on est vraiment dans quelque chose qui n'est pas dans l'analyse du regard rétrospectif sur son enfance. On n'est pas chez Benjamin. On est dans quelque chose sur l'enfance elle-même. Ma mère. Ai-je été nourrie par ma mère? Nourrie, évidemment, ça va être autant l'alimentation que, ici l'allaitement, que l'éducation. Est-ce une paysanne qui m'a donné son lait? Je n'en sais rien, quel que soit le sein que j'ai mordu. Je ne me rappelle pas une caresse du temps où j'étais tout petit. Je n'ai pas été dorlotée, tapotée, baisotée. J'ai été beaucoup fouettée. Bim. Les rythmes ternaires, langue familière, questions, oralisation, et bien sûr avec cet effet de chute par la podose qui amène immédiatement à, en fait, à ne pas dire le martyr, à le faire vivre par l'écriture. Ma mère dit qu'il ne faut pas gâter les enfants et elle me fouette tous les matins. Quand elle n'a pas le temps le matin, c'est pour midi, rarement plus tard que 4 heures. Etc. Extraordinaire, mais horrible, abominable. Effectivement, donc voilà, si Voilà, on prend la suite. Mademoiselle Balandreau m'y met du suif. C'est une bonne vieille fille de 50 ans. Elle demeure au-dessous de nous. D'abord, elle était contente. Comme elle n'a pas d'horloge, ça lui donnait l'heure. V'là, v'lan, zon, zon. Voilà le petit chose qu'on fouette. Il est temps de faire mon café au lait. Mais un jour que j'avais levé mon pan parce que ça me cuisait trop et que je prenais l'air entre deux portes, elle m'a vu. Mon derrière lui a fait pitié. Trivialia, c'est vraiment ça. Ça n'est plus l'enfant qui lui a fait pitié, c'est directement le derrière. Elle voulait d'abord le montrer à tout le monde, à mettre les voisins autour, mais elle a pensé que ce n'était pas le moyen de le sauver et elle a inventé autre chose. Et donc, en fait, ma mère, Mademoiselle Balandreau. Mais pourtant, c'est bien la mère qui va être une figure ultra structurante. Alors, je suis un peu partagée sur la présentation de la mère parce qu'elle ne me semble pas sans misogynie et en même temps, c'est une mère qui est violente. Et ce sont des parents maltraitants, négligents et maltraitants. Et à un niveau ahurissant. Lorsqu'elle entend ma mère me dire « Jacques, je vais te fouetter, madame Vintra. Ne vous donnez pas la peine, je vais faire ça pour vous. Oh, chère demoiselle, vous êtes trop bonne. » Mademoiselle Balandreau m'emmène, mais au lieu de me fouetter, elle frappe dans ses mains. Moi, je crie. Ma mère remercie le soir sa remplaçante. « À votre service, répond la brave fille en me glissant un bonbon en cachette. Et ça, on va avoir directement une scène, ici itérative, qui va revenir plusieurs fois, de filouterie, de duperie, et on est en pleine farce. Sauf qu'on sait que ce n'est pas une fiction. Et que finalement, vivre la farce et trouver la filouterie est le seul moyen pour l'enfant de se protéger. Et c'est là qu'on va avoir vraiment cet effet donc de trivialia, de réalité, de détail. Mon premier souvenir date donc d'une fessée, mon second est plein d'étonnement et de larmes. Et hop, ça continue. Et c'est... Voilà, donc on commence par le début, évidemment par les souvenirs, et pas... On n'est pas dans... Enfin, on est dans du très court ab ovo sur cette question de la nourriture, qui passe immédiatement sur la scène, qui pourrait être pittoresque si elle n'était pas violente. Et finalement, ce que nous fait Vallès, c'est qu'il nous montre à quel point la violence, quand elle est fictionnalisée, esthétisée, ou, j'ai envie de dire pittoresquée, même si c'est abominable, mais transformée en scène de genre, est atténuée, voire niée. Des scènes de violences éducatives, des tableaux de fessées, etc., on peut en avoir. Mais là, ce qu'il fait, en fait, c'est en étant plus trivial que pittoresque, et drôle quand même, parce que c'est très drôle. Il montre, j'ai envie de dire, la violence de la violence, sans atténuation. Et avec, en même temps, donc, le ridicule, le comique, qui surgissent tout le temps. Alors, plein de petits chapitres, très pratiques à lire à ce niveau-là, ultra incisif, très fort au niveau des sensations, notamment sur les passages de la liberté corporelle, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui revient beaucoup, qui est le motif des vêtements.
des vêtements qu'on fait porter à cet enfant, à Jacques Vintra, qui le ridiculise et qui en plus le gratte, le démanche, l'empêche de marcher, il risque de les abîmer, il risque de les déchirer, et on a vraiment quelque chose de l'ordre de cette entrave personnelle, corporelle, qui en même temps est emblématique de l'oppression complète de cet enfant, donc, et de la domination qu'il subit, et une domination qui est bien et symbolique et sociale, et de l'exploitation à tous les niveaux. Et qui dans le même temps n'est pas sans amour. En fait, j'ai pas mal pensé à Céline en le lisant. Il me paraît évident que Céline a lu Vallès, mais là, on pourra demander à, à l'ami David si je me trompe, parce que je ne suis pas du tout spécialiste de Céline. Mais il y a vraiment quelque chose de pré-célinien, même si je n'aime pas faire de Vallès un précurseur de Céline, et il se passe bien autre chose chez Vallès, mais, et qu'en plus, la rage de Vallès et sa colère sont directement, et on le voit bien dès l'enfant, transformés en quelque chose de politique. Moi, un jour, je me battrai pour les droits des enfants, comme d'autres se battent pour les droits de l'homme, écrit-il, à un moment, dans un passage que je ne retrouverai pas maintenant. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudra, qu'on ne retrouvera qu'assez tardivement, cette question de l'exploitation de la classe des enfants. Pour le dire de façon très, très courte et très rapide, quand les féministes du XIXe siècle ont parlé et ont refusé leur statut de mineure en tant que femme mariée, c'est en fait contre le fait d'être elles-mêmes dans ce statut de mineur qu'elles ont lutté, mais il a été bien plus rare et bien plus tardif de lutter contre le statut de minorité lui-même, qui a contraint les enfants, les aliénés, les prisonniers, etc. Et évidemment, les esclaves à la même période. Et ça, c'est... Voilà, la question, c'est déjà, c'est quoi cette minorité? C'est quoi cette mise sous tutelle juridique? Bon, voilà, là, c'est pas tellement le propos, on n'est vraiment pas dans un livre théorique, mais voilà, j'ai pu voir que rapidement dans le dossier, je ne savais rien de la réception de l'enfant, ça a vraiment mis en lumière la situation des enfants. J'aimerais lire pour une fois, non pas un passage du début, même si je viens de le faire, mais un passage un peu plus tardif, quand l'enfant donc est dans son année parisienne, où il a été envoyé pour obtenir des prix. Je vous en dis pas plus, parce que donc c'est le fils d'un professeur. Alors là, on s'en mange plein les dents, les profs, et c'est quand même hyper intéressant à ce niveau-là, et sur ce qu'était et ce que peut être encore l'éducation, le corps enseignant. Et cela, non pas dans une condamnation unanime des professeurs, mais dans une condamnation bien plus claire de l'école. Bien plus fut-fut. Et là, on a la découverte, en fait, d'une histoire populaire et révolutionnaire. Par le petit Jacques Vintra. Alors, qui est plus tellement petit, là, on est plus dans ce qu'on appellerait aujourd'hui une adolescence. J'étais entrée dans l'histoire. Alors, Matoussin et son ami le journaliste, donc je suis page 288, et on va tout en bas, passer très vite à la 289. Matoussin et son ami le journaliste, comme nous l'appelons, m'ont prêté des volumes que j'ai emportés jeudi. Le dimanche suivant, je n'étais plus le même. J'étais entré dans l'histoire de la Révolution. On venait d'ouvrir devant moi un livre où il était question de la misère et de la faim, où je voyais passer des figures qui me rappelaient mon oncle Joseph ou l'oncle Châtenat, des menuisiers avec leurs compas écartés comme une arme et des paysans dont les fourches avaient du sang au bout des dents. Il y avait des femmes qui marchaient sur Versailles en criant que Madame Veto affamait le peuple, et la pique à laquelle était embrochée la miche de pain noir, un drapeau, trouait les pages et me crevait les yeux. C'était de voir qu'ils étaient des simples, comme mes grands-parents, et qu'ils avaient les mains couturées, comme mes oncles. C'était de voir les femmes qui ressemblaient aux pauvresses à qui nous donnions un sou dans la rue, et d'apercevoir avec elles des enfants qu'elles traînaient par le poignet. C'était de les entendre parler comme tout le monde, comme le père Fabre, comme la mère Vincent, comme moi. C'était cela qui me faisait quelque chose et me remuait de la plante des pieds à la racine des cheveux. Ce n'était plus du latin cette fois. Il disait « Nous avons faim, nous voulons être libres ».
J'avais mangé du pain trop amer chez nous, j'avais été trop martyr à la maison pour que le bruit de ses cris ne me surprit pas le cœur. Puis je déchirai en idée les habits si mal bâtis que j'avais toujours portés et qui avaient toujours fait rire. Je les remplaçai par l'uniforme des Bleus, je me glissai dans les haillons de Sambre et Meuse. On n'était plus fouetté par sa mère, ni par son père, on était fusillé par l'ennemi et l'on mourait comme Barras. Vive le peuple! C'étaient des gens en tablier de cuir, en vase ouvrier et en culottes rapiécées qui étaient le peuple dans ces livres qu'on venait de me donner à lire. Et je n'aimais que ces gens-là parce que seuls les pauvres avaient été bons pour moi, quand j'étais petit. Je me rappelais maintenant des mots que j'avais entendus dans les veillées, les chansons que j'avais entendues dans les champs, les noms de Robespierre ou de Bonaparte et au bout de refrains en patois. Et un vieux tout vieux avec des cheveux blancs qui vivait seul au bout du village et qu'on appelait le fou. Il mettait quelquefois sur ses cheveux blancs un bonnet rouge et regardait les cendres d'un œil fixe. Je me rappelais celui qu'on appelait le sans-culotte et qui ne tolérait pas les prêtres. Il était sorti de la maison le jour où sa femme, avant de mourir, avait demandé le bon Dieu. Je me souvenais aussi des gestes qu'on avait faits devant moi en tapant sur la crosse d'un fusil ou en allongeant le canon avec un regard de colère du côté du château. Et tout mon sang de fils de paysanne, de neveu d'ouvrier bondissait dans mes veines de savant malgré moi. Il me prenait des envies d'écrire à l'oncle Joseph et à l'oncle Chadna. Soyez sûr que je ne vous ai pas oublié, que j'aurais mieux aimé être avec vous à la charrue ou à l'étable qu'être dans la maison au latin. Mais si vous marchez contre les aristocrates, appelez-moi ! Tu as l'air tout exalté depuis quelque temps, dit ma mère. C'est vrai, j'ai sauté d'un monde mort dans un monde vivant. Cette histoire que je dévore, ce n'est pas l'histoire des dieux, des rois, des saints, c'est l'histoire de Pierre et de Jean, de Mathurine et de Florimond, l'histoire de mon pays, l'histoire de mon village. Il y a des pleurs de pauvres, du sang de révoltés, de la douleur des miens dans ces annales-là, qui ont été écrites avec une encre qui est à peine séchée. Comme je profite avec passion de la liberté que me laisse ma mère, j'arrive tous les jours rue Jacob pour mettre le cœur dans les livres qui sont là, ou pour entendre le journaliste parler du drapeau républicain engagé sur les ponts et défendu par les brigades au cri de « Vive la nation, à bas les rois, la liberté ou la mort !» Être libre? Je ne sais pas ce que c'est, mais je sais ce que c'est d'être victime. Je le sais, tout jeune que je suis. Nous nous imaginons quelquefois avec Matoussin que nous sommes en campagne et chacun fait ses rêves. Il voudrait, lui, le chapeau de Saint-Just aux armées, les épaulettes d'or et la grande ceinture tricolore. Moi, je me vois sergent, je dis « Allons-y, mes enfants! On est tous du même pays, autour du même feu du bivouac, et l'on parle de la Haute-Loire. » Je rêve l'épaulette de laine, le baudrier en ficelle. Je voudrais être du bataillon de la Moselle, avec des paysans et des ouvriers. L'oncle Joseph serait capitaine et l'oncle Châtenat, lieutenant. Nous retournerions faire de la menuiserie ou moissonner les champs, après la victoire. Et après, découvre l'imprimerie. Extraordinaire moment. Alors, quelques mots, parce qu'on ne peut pas lire ça et ne rien dire, même si... effet chair de poule garanti. Bon, du monde mort au monde vivant. On peut penser à Michelet. On est exactement dans les métalepses de l'historien, c'est-à-dire l'historien touché par l'histoire qu'il lit. Chez Michelet, ça passe vraiment aussi par les archives. On n'est pas dans ce rapport-là, ici, là, puisqu'on est dans des histoires plus récentes, mais on est dans quelque chose d'extrêmement proche, qu'on a aussi chez Michelet, mais avec la figure des deux oncles. C'est pas mon oncle Martin, hein, mais on est dans ce moment où la famille, finalement, elle est choisie, où c'est le lien de famille, le fils de paysanne et l'oncle, le neveu d'ouvrier, qui parlent, mais dans une famille qui finalement s'élargit et qui se choisit. C'est l'expérience de la domination de l'enfant qui lui permet de comprendre une domination plus large et plus politique. Je ne savais pas, je sais ce que c'est d'être victime. C'est... Donc je n'étais plus le même, on est dans une forme de conversion. Exactement, mais cette conversion qui se fait donc par des images du passé qui reprennent les images du présent et qui font du peuple, de figures populaires plus exactement, plus que du peuple, des figures révolutionnaires qu'il va s'agir de suivre. Ou éventuellement après, dans les rêves de celui qui est donc encore un enfant, on a quelque chose de plus... de moins clair, quoi. Voilà. Un drapeau, trouer les pages et me crever les yeux. Et ça, c'est... ça. Je pense qu'il y a quelque chose ici donc dans trouver les pages. On est vraiment dans une écriture
enfin dans un motif micheletien, sur cette métalepse de l'histoire, sur cette histoire qui touche au présent, bon là aussi chérancière ça, et qui en même temps va crever les yeux. Là on est à mon avis très proche de Saint Paul pour cette conversion. Mais avec donc ces attachements au corps, on peut noter d'ailleurs que l'attachement, il va être à sa famille du côté des femmes, il va pas tellement se faire par la mère, il va se faire par le sang de paysanne, c'est beaucoup plus large, et par l'image des pauvresses dans la rue. Parce que la figure de la mère est une figure extrêmement ambivalente. Et ce que ça lui fait, c'est vraiment quelque chose, voilà, qui va être corporel. Et c'est un truc qui est quand même extrêmement intéressant sur l'intertextualité subie, le savant malgré moi, que j'ai encore perdu, devient ici une intertextualité sur une autre histoire. Et donc une autre famille où il a été heureux à la campagne et qu'il a voulu et qu'il veut encore rejoindre. Et avec bien sûr donc cet attachement aux habits, ça peut nous rappeler Julien Sorel, qui peut prêter à sourire, mais qui montre aussi une souffrance de l'assignation et du ridicule parfois imposé par les parents. Et par la pauvreté et par d'autres choses, enfin ça n'est pas qu'une question ici individuelle. C'est pour ça que la fin de l'enfant est vraiment importante, je trouve, pour parler du personnage de la mère. Bon, j'attends le bachelier, là, je l'ai commencé hier soir, je suis à fond. Appelez-moi. Alors ce bonhomme, ce vieux, avec le bonnet rouge, qui est donc un bonnet phrygien, mais qui n'est pas appelé en tant que tel, parce qu'on est dans quelque chose qui va être de l'ordre de l'objet, plus que donc des réalia ou de l'érudition historique. C'est pour ça que ce sont des noms qui apparaissent comme figures, qu'on appellerait aujourd'hui des rôles modèles, mais c'est encore autre chose que ce que le rôle modèle peut charger d'un peu individualiste, parce qu'ici, ce sont des noms de meneurs. Et donc des souvenirs de ces noms qui trouvent vie dans la connaissance de l'histoire révolutionnaire. Et donc là, ce vieux tout vieux avec des cheveux blancs qui vivait seul au bout du village, et que l'on peut rapprocher du bonhomme système que l'on trouve tant dans les souvenirs d'enfance et de jeunesse de Renan que chez Michelet. Le même bonhomme, le même témoin de la Révolution. C'est pas le bonhomme système ici, mais c'est une de ces figures des vieux révolutionnaires, des vieux, que l'on a encore. Faut dire qu'avec nos 68 arts, on n'a quand même pas été gâtés là. On les a plus. Mais où sont les vieux d'antan ? Où sont les vieux d'antan, les vieux d'antan ? Et donc ce rappel d'histoire racontée donc sur le sans-culotte, de refus des prêtres, etc. Et tout ça mettant en avant, mettant plutôt allumant l'étincelle révolutionnaire. Et qui va bien sûr se développer par la suite. Et j'attends ça avec une impatience incroyable. Alors je vous ai pas vraiment lu la toute fin ou des autres passages à la fin qui vont vraiment aller du côté donc de cette étincelle révolutionnaire. Mais voilà, être libre, je ne sais pas ce que c'est, mais je sais ce que c'est d'être victime. Ça, c'est un truc qui m'explose le crâne. Parce que finalement, ne pas être victime est finalement la première condition pour être libre. Mais ça n'est pas encore dit. Et c'est une émancipation plus qu'une libération qui apparaît au fur et à mesure. Et donc à l'intertextualité imposée du latin, qui est ennuyeux et comme réciter les souvenirs de latin abondent, des empereurs, des généraux, etc. Donc de tout ce qui fait cette éducation classique latine du XIXe siècle, et qui était le poids du collège, se trouve donc remplacé par une autre intertextualité, cette fois révolutionnaire, et donc par une forme d'inscription dans une histoire choisie et non plus subie, et dans une histoire vivante, et ramenée à des témoignages immédiats et à des connaissances proches et intimes, voire familiales. Et ça, c'est extraordinaire. Et ça, c'est vraiment une chose qui m'intéresse beaucoup.
Alors, l'enfant, là, moi, je voulais vraiment aller... j'ai pas envie de lire les passages les plus tristes de l'enfant pour parler de cette enfance martyre. Et qui reviennent, et parce que c'est quand même un roman qui est dur et qui en même temps est très drôle. Ça aussi, c'est vraiment quelque chose de pré-célinien, sauf que Céline, il n'y a pas la révolution, il y a que les désillusions. Il y a une espèce d'envie comme ça qui s'avorte, mais c'est peut-être là la différence. Et puis Céline va bien plus loin dans la langue, mais enfin on n'est pas dans la même époque. Pour les années 1870, c'est déjà voilà, mon derrière lui fit pitié. Raconter qu'on a été un enfant battu. À une époque où on n'arrête pas les parents qui battent leurs enfants. À une époque où un père peut décider de faire emprisonner son enfant. À une époque où il est légitime de frapper ses enfants. Et dire ce que c'est que cette violence qui a été subie. Il faudrait que je relise Les Malheurs de Sophie. Vraiment, pour parler de ça. Et peut-être que ça vaudra le coup de revenir dessus en les comparant. Parce que Les Malheurs de Sophie, j'en ai un souvenir très aigu, mais de ma propre enfance. Et d'une énorme peine. Et puis on sait que Les Malheurs de Sophie, c'est autobiographique. Avec cette étrangeté que Les Malheurs de Sophie, Les Malheurs du souvenir, se retrouve mentionné dans Autre rivage, autobiographie de Nabokov, comme un souvenir de son oncle. Et Nabokov a alors un souvenir de souvenir sur ces enfances martyrs qui finalement ne se disent que très rarement à la première personne et au présent. Et de voir ce passage du martyr à l'enfance, enfin du martyr de l'enfance à l'insurrection, et c'est ça dont je reparlerai là dans quelques temps, quand j'aurai fini la trilogie, ça c'est extrêmement précieux. Et ça on l'a pas par exemple chez Reiser. On l'a pas, me semble-t-il, dans Les Malheurs de Sophie. On l'a en fait très très rarement. Et ce n'est pas non plus un martyr de révolution sacrificiel ou romantique. On n'a pas, en fait c'est un martyr, et c'est intéressant qu'il y ait le mot et qu'il y soit très peu, c'est le martyr du quotidien, de la répétition des coups. C'est le martyr de ces scènes qui sont tellement vécues qu'elles peuvent en être finalement qu'elles en deviennent des ressorts comiques qui ne sont pas exactement ceux de la farce molièresque de Molière, mais ceux des gens qui peuvent en rire. Oh là là, il m'a tellement frappé, il s'est fait une ampoule. Vous voyez ce genre de truc. Et ce n'est pas un hasard s'il y a un moment dans un épisode en fait, qui est très proche de ce qu'on appelle le burlesque, en fait, et des romans comiques du XVIIe siècle. Donc les romans comiques, c'est à partir du roman comique de Scarron. On a un projet de fugue de l'enfant, de Jacques Vintras, qui, en fait, cherche des alliés pour fuguer à plusieurs, et qui reconnaît les enfants battus. Il était assez battu chez lui, etc. Et il y a cette solidarité des victimes qui peut se mettre en place. Une scène aussi très touchante sur la mort de sa chienne. Parce qu'il y a cette solidarité qui peut finir par s'amuser, qui peut être drôle, qui peut rire, parce qu'elle partage un sort commun. Et que là, on n'est pas en train de rire des enfants battus, mais que l'on peut rire avec eux. C'est un rire très spécial, qui m'intéresse beaucoup. Je vous dis à bientôt.